Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole pour votre intervention sur le principe de ce projet de loi-là. À vous. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes à l'étape de l'adoption de principe du projet de loi. J'aurai quelques interventions à faire de différents ordres. Le projet de loi, tout d'abord, concerne plusieurs aspects, plusieurs lois, hein, on le mentionnera. J'aimerais aussi revenir sur certains commentaires de groupe que nous avons entendus en commission parlementaire lors de la consultation particulière. Que je rappelle, Monsieur le Président, nous aurions aimé avoir des consultations générales sur cette question, étant donné l'ampleur du projet de loi et des conséquences que ce projet de loi aura ou pourrait avoir sur un grand nombre de personnes et sur un grand nombre d'organisations et d'organismes. J'aurai le plaisir l'occasion d'y revenir. J'aimerais aussi rappeler certains propos dans les mémoires de certains groupes qui, malheureusement, n'ont pu être entendus en commission parlementaire. Et j'aimerais tracer un portrait par la suite, Monsieur le Président, de notes ou de commentaires ou de réflexions que j'ai eues ou que d'autres groupes ont eues lors de l'étude, lors des consultations, particulières du projet de loi, mais aussi dans les médias et autres. Nous avons eu l'occasion de débattre déjà de ce projet de loi-là et de ce débat. Donc, tout d'abord, peut-être se mettre un peu à niveau, pardonnez-moi, expliquer les notes du projet de loi. Qu'est-ce que le projet de loi 70 vise? Dans sa première partie, je vous l'ai mentionné, deux parties significatives. Donc, dans la première partie, le projet de loi modifie principalement la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre et la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail. En ce qui a trait à la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, le projet de loi modifie notamment l'objet de cette loi et celui du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre afin d'y préciser que le terme main-d'œuvre vise tant la main-d'œuvre actuelle que future. En ce qui concerne la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail, le projet de loi précise les rôles et les fonctions respectifs du ministre et de la Commission. Ainsi, il confie au ministre la fonction de préparer un plan d'action annuel et celle d'approuver les plans d'action régionaux en matière de main-d'œuvre et d'emploi. Depuis, il prévoit que la mission de la Commission consistant à définir les besoins en développement de la main-d'œuvre s'appliquera aussi à la main-d'œuvre future. Il confie également à la Commission la fonction de formuler des recommandations au ministère qui sont représentées en vue de répondre aux besoins du marché du travail. Enfin, le projet de loi propose l'abrogation du chapitre 3 de cette loi, dont les dispositions créent une unité administrative autonome au sein du ministère identifié sous le nom d'Emploi Québec. Dans sa deuxième partie, le projet de loi modifie la loi sur l'aide aux personnes et aux familles afin principalement d'instaurer le programme Objectif Emploi, lequel vise à offrir aux personnes qui y participent un accompagnement personnalisé en vue d'une intégration en emploi. Le projet de loi propose, par ailleurs, de mettre fin au programme Alternative Jeunesse. Le projet de loi apporte d'autres modifications à la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, notamment en permettant au gouvernement de prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme de solidarité sociale en ce qui concerne les avoirs liquides ainsi que les revenus tirés d'actifs reçus par succession. Le projet de loi habilite le gouvernement à prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application du programme Objectif Emploi et contient des dispositions de concordance transitoire et finale. Monsieur le Président, ceci est les notes explicatives du projet de loi. Donc, on parle d'éléments assez diversifiés, comme je l'ai mentionné.
Mais plus concrètement, selon notre analyse, selon ce que nous avons entendu, ce que j'ai entendu en consultation particulière et aussi un certain nombre d'autres de mes collègues. D'ailleurs, je m'excuse, Monsieur le Président, de ne pas avoir salué le ministre, effectivement, qui n'a pas déposé le projet de loi, mais qui a pris le relais, si on peut dire, ainsi que nos collègues parlementaires de toutes les formations politiques qui ont participé aux consultations particulières. Donc, selon notre analyse, le premier volet du projet de loi concerne davantage Emploi Québec et la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, dans cette partie-là, le projet de loi modifie principalement la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre et la loi sur le ministère d'Emploi et Solidarité sociale sur la Commission des partenaires du marché du travail. Emploi Québec est aboli. Donc, on pourra poser des questions, savoir exactement pourquoi l'abolition d'Emploi Québec proprement dit. Parce que vous savez, Monsieur le Président, à l'époque, lors d'un autre gouvernement, il y avait eu des discussions, des négociations avec le gouvernement fédéral pour rapatrier une partie de la juridiction de l'emploi du gouvernement fédéral. Donc, à l'époque, le gouvernement du Québec s'était entendu avec le gouvernement fédéral pour rapatrier ce champ de compétences-là au Québec, au gouvernement du Québec, et ce qui a fait en sorte que nous avons créé à cette époque Emploi Québec. Nous avons à l'époque décidé qu'Emploi Québec devait être autonome du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il y a des raisons à ça. Il y a aussi des raisons sûrement financières, administratives, parce qu'une partie de cet argent-là vient du gouvernement fédéral dans les transferts. Donc, il y aura plusieurs questions. Et nous espérons avoir des réponses, des éclaircissements de la part du ministre sur ses intentions à ce sujet, parce que force est de constater que lors des consultations particulières, certains groupes ou organisations étaient un peu surprises de ça, mais la plupart de ces groupes-là n'avaient pas assez d'informations ou d'éléments pour clairement mentionner, bon, bien, c'est pour telle raison, donc nous sommes d'accord. Donc, un certain nombre de groupes pouvaient amener des questions à apporter sur l'abolition, si on peut dire, ou du moins la fin de l'autonomie d'Emploi Québec et l'intégration d'Emploi Québec au sein du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Maintenant, Travail, Emploi, Solidarité sociale. Donc, ces responsabilités, comme je le mentionnais, sont rapatriées au sein du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, notamment quant à la mise en œuvre de ces programmes et des mesures touchant la main-d'œuvre. Cependant, la notion de prestation de service public d'emploi, qui apparaissait dans l'énoncé de mission d'Emploi Québec, donc à l'article 30 de la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, n'est pas reconduite dans le projet de loi. Ce que ça veut dire concrètement, prestation de service public d'emploi, si ce n'est pas mentionné, est-ce que c'est parce que ça va de soi? Par expérience, Monsieur le Président, les ça va de soi en termes de loi, ce n'est pas nécessairement un bon conseil. Donc, nous poserons des questions à ce sujet. Et puis, d'ailleurs, je lance déjà quelques pistes de réflexion pour que le ministre, lors de l'étude détaillée, puisse déjà avoir en main quelques réponses ou quelques éléments de réponse à nos futures questions que nous aurons l'occasion de débattre. Les modifications apportées à la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail portent principalement sur le retrait de responsabilité à la Commission et l'abolition d'Emploi Québec, comme je le mentionnais précédemment, comme organisme autonome et emblématique du modèle québécois. Ce modèle s'appuyait sur la participation originale des acteurs de la société civile dans le développement et la mise en œuvre des politiques et des services publics d'emploi. Donc, d'un côté, Emploi Québec perd en autonomie parce qu'il est intégré au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Pourquoi? D'un autre côté, la Commission des partenaires du marché du travail a une certaine réorganisation dans son travail, dans sa fonction. Je pourrais aussi mentionner dans la composition de la commission parce qu'elle est modifiée. Les membres auparavant recommandés par les associations patronales et syndicales, 6 chacun, seront dorénavant nommés par le ministre après consultation des associations. On s'entend, une association, tant le côté patronal que l'association syndicale,
qui nomme des 6 personnes, ce n'est pas la même chose que d'envoyer sa liste au ministre et que le ministre décide qui sera dans cette liste-là officielle, finalement. Donc, au fond, on peut se questionner. D'ailleurs, les groupes ont posé des questions à ce sujet. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Les membres issus des milieux communautaires et éducatifs perdent de leur importance dans les comités régionaux. On le voit, hein, il y a comme une tendance généralisée de la part du gouvernement actuel que quand on parle de comités régionaux ou d'organismes régionaux, il y a comme un certain malaise. Donc, on se questionne et puis, malheureusement, on voit souvent que ces organismes-là sont abolis, hein, sont disparus. On l'a vu avec les conférences régionales des élus. On l'a vu avec les centres locaux de développement. On a failli le voir avec les carrefours jeunesse-emploi. On peut se poser plusieurs questions sur différents organismes régionaux, sur la pertinence. Nous considérons qu'ils sont importants. Et la conséquence de d'autres décisions du gouvernement, comme l'abolition des directions régionales du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Immigration, donc du MIDI, bien, ça fait en sorte que les 2 représentants aux comités régionaux de ces 2 ministères-là n'auront plus de siège parce qu'il n'y a plus de direction régionale. Plusieurs organismes sont revenus à la charge à ce sujet pour proposer des solutions alternatives. Entre autres, la Fédération des cégeps a mentionné de dire, bien, nous, on pourrait avoir un représentant des cégeps aux comités régionaux. Donc, on pourrait faire en sorte d'avoir la voix de l'éducation. Je suis certain que la Fédération des commissions scolaires pourrait le mentionner. On le voit qu'il y a le projet de loi 86 aussi en parallèle, que le ministre actuel de l'Emploi et de la Solidarité a déposé lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Donc, la question se pose pour l'éducation. La question se pose aussi pour le ministère de l'Immigration, parce qu'on s'entend, le projet de loi, Monsieur le Président, c'est la loi visant une meilleure adéquation entre la formation ainsi qu'à favoriser l'intégration en emploi. Donc, pour nous, nous considérons qu'il est important qu'à la même table, des gens qui œuvrent au premier rang en éducation et pour l'immigration, quand on sait qu'il y a un enjeu significatif, un enjeu important d'intégration pour les Québécois issus de l'immigration. Donc, les 2 représentants de ces ministères-là, le fait de ne plus être à la table, au comité régional de la Commission des partenaires du marché du travail, pose beaucoup de questions. On a eu la réponse parce qu'il n'y a plus de direction régionale, mais moi, je crois et nous croyons qu'il y a quand même d'autres personnes dans ces ministères-là. Et ou sinon, il y a des organismes ou des gens qui sont prêts à prendre le relais pour représenter le secteur de l'éducation et les Québécois issus de l'immigration. La Commission des partenaires du marché du travail se voit dépouillée de plusieurs pouvoirs au profit du ministre, notamment celui de participer à la prise de décision quant à la mise en œuvre et la gestion des mesures et programmes, et celui de déterminer les critères de répartition des ressources. Avant, c'était la Commission qui décidait de son plan d'action, de ses programmes et comment elle allait allouer ses ressources. Maintenant, c'est le ministre qui va le faire sous, si on peut dire, recommandation ou forte suggestion de la Commission des partenaires du marché du travail. Mais, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi, avec l'expérience parlementaire que vous avez, ce n'est encore pas la même chose entre un organisme qui est autonome, qui fait son propre plan et alloue ses propres ressources, versus une proposition qu'on envoie au ministère et que le ministre, par la suite, décide. En ce qui a trait à la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, le projet de loi modifie notamment l'objet de cette loi et celui du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre afin d'y préciser que le terme main-d'œuvre vise tant la main-d'œuvre actuelle que future. Ça paraît, c'est un simple article dans le projet de loi, c'est tout petit, mais ça amène toute une réflexion. Pour réfléchir à ça, M. le Président, j'aimerais ça vous rappeler que dans un autre projet de loi du gouvernement actuel, lors du dernier budget, de la présentation du budget, il y a une intention claire du gouvernement de faire en sorte que la contribution à ce qu'on appelle le 1 le fonds du 1 c'est la Commission des partenaires du marché du travail qui a cette responsabilité-là. Donc, toute entreprise qui a
une masse salariale d'1 million de dollars et plus doit cotiser ou fournir 1% de cette masse salariale-là, de ce montant de masse salariale-là, pour la formation. Soit qu'elle organise elle-même cette formation-là dans son entreprise, dans son organisation, ou qu'elle envoie cette cotisation-là directement à la Commission des partenaires du marché du travail. Et par la suite, la Commission des partenaires du marché du travail organise des formations, organise des plans pour s'assurer que notre main-d'œuvre puisse avoir des compétences suffisantes pour se maintenir en emploi et se trouver de meilleurs emplois. On résume. En ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'intention du gouvernement, selon l'intention du gouvernement, le gouvernement veut passer de 1 million à 2 millions de masse salariale. Donc, ça a un impact sur l'ampleur du Fonds national qui pourra être réinvesti en termes de formation. Et à ça, on ajoute dans le projet de loi 70 que là, maintenant, ce ne sera plus que la main-d'œuvre actuelle qui pourra être éligible, disons ça, au programme de formation, mais bien la main-d'œuvre future. Main-d'œuvre future, c'est assez large. Plusieurs groupes ont intervenu. Le précédent ministre et le ministre actuel ont amené certains éclaircissements lors des consultations particulières, mais on aura un certain travail à faire sur cette question-là. Notamment, la Fédération des cégeps a amené un certain nombre d'analyses sur cette question-là, parce qu'on pourrait dire, est-ce que ça voudrait dire, dans la volonté aussi, on sait que le gouvernement actuel veut implanter davantage ce qu'on appelle le modèle dual ou le modèle allemand en formation professionnelle. Bon, le modèle dual, le modèle allemand, pour tous les jeunes ou les moins jeunes qui sont en formation professionnelle et qui souhaitent s'inscrire dans ce parcours-là, bien, ils sont en quelque sorte rémunérés pour leur stage. Ça fait partie du modèle. En ce moment, on peut se questionner, je ne crois pas que toutes les entreprises du Québec soient prêtes à rémunérer tous les stagiaires ou tous les gens qui désirent ou participeront à ce genre de formation-là en entreprise. Donc, est-ce que le fonds de la Commission des partenaires du marché du travail pourrait servir à rémunérer ces stages? La question se pose. On aura des réponses, mais je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'on ajoute pas mal de monde dans un fonds qu'on a diminué ou qu'on veut diminuer en passant d'une masse salariale d'1 million à 2 millions. On sait pourtant que la formation, Monsieur le Président, est essentielle, est importante tout au long de sa vie. Comme parlementaire, comme député, on le voit, c'est toujours important de se renouveler, de faire en sorte les règles changent, la façon de faire. À une certaine époque, quand vous avez commencé, les médias sociaux n'existaient pas, même les ordinateurs. Vous étiez sur la dactylo. Bon, maintenant, c'est une autre époque. Faire de la politique, c'est différent. Avec les médias sociaux, ça change complètement l'horaire, les chaînes d'information continuent, etc. La même chose sur le marché du travail en usine ou en entreprise. Comment pouvons-nous assurer qu'un certain nombre de nos travailleurs qui sont de plus en plus âgés et arrive un moment où l'entreprise ferme, l'entreprise se délocalise, ouvre un nouveau marché à l'extérieur et déménage leur plan de l'usine dans un autre pays ou dans une autre région. Ça fait en sorte que ça met des centaines, des milliers de personnes à la rue sans emploi, d'un certain âge, avec peut-être pas toute la formation de pointe. Et quand on sait qu'un certain nombre de notre population a des difficultés de lecture et d'écriture, et c'est sûr que quand ça fait 20, 30 ans, 15 ans, 10 ans, peu importe, qu'on est sur la même tâche, qu'on a la même responsabilité, on n'a peut-être pas autant évolué dans d'autres milieux. Donc, l'adaptation à se trouver un nouvel emploi est plus difficile. Donc, en termes de formation, nous croyons qu'il est important d'avoir une véritable politique ou une stratégie de formation à long terme et de formation continue pour faire en sorte que nos gens qui sont en entreprise maintenant puissent avoir une formation pendant qu'ils sont en entreprise pour faire en sorte qu'ils puissent être
plus efficace, plus productif, donc une meilleure rentabilité pour l'entreprise dans un premier temps. Aussi une meilleure valorisation comme individu, comme travailleur, parce que travailler, c'est pas juste de travailler puis de faire une tâche X, c'est aussi de se développer comme citoyen dans notre société. Donc, d'avoir l'occasion de recevoir une formation, ça peut nous ouvrir des horizons plus larges. Et aussi, faire en sorte que cette personne puisse évoluer dans l'entreprise ou dans l'organisation. Faire en sorte, au fond, que nos travailleurs d'aujourd'hui qui occupent un emploi puissent avoir un emploi supérieur, meilleur revenu, meilleure qualité de vie, meilleure offre pour leur milieu familial, mais aussi faire en sorte que ces emplois-là libérés, parce qu'en passant d'un emploi inférieur à un emploi supérieur, puis j'aime pas ça dire ça comme ça, parce que dans les faits, tous les emplois sont importants, Monsieur le Président, mais bon, en termes de tâches, de responsabilités, de salaire, la vie fait en sorte qu'effectivement, il y a différents niveaux de salaire et différentes tâches dans le monde du travail, marché du travail. Donc, en libérant des emplois inférieurs, disons ça comme ça, bien, ça fait en sorte que pour les jeunes qui arrivent ou des gens qui sont peut-être plus éloignés du marché du travail peuvent arriver dans une entreprise et s'adapter à leur nouveau milieu de travail et eux aussi, par la suite, évoluer dans l'entreprise. Mais pour faire ça, Monsieur le Président, ça prend une formation. Et la Commission des partenaires du marché du travail a cette responsabilité-là. On a eu la discussion, pas assez longtemps à ma satisfaction, parce que nous étions aux consultations particulières, nous n'étions pas encore rendus à l'étude détaillée, mais nous avons eu un peu à mot couvert la discussion avec le ministre sur le thème justement du programme Objectif Emploi. Parce que la volonté du gouvernement, du ministre et du précédent ministre, c'était de prendre des gens qui sont à l'aide sociale, peut-être, surtout les nouveaux demandeurs, c'est de ça qu'on parle, des primo-demandeurs. Donc, quelqu'un qui fait sa première demande à l'aide sociale, on l'embarque dans un parcours d'employabilité, on résume, là, et ça fait en sorte que cette personne-là, va se trouver un emploi ou embarquer dans un parcours de formation, etc. Le terme a été choisi, programme Objectif Emploi. Bon, certains groupes, puis moi, je me questionne, on aurait peut-être dû mentionner Objectif Formation Emploi ou programme Objectif Emploi Formation, peu importe. Pourquoi? Pour rappeler l'importance, tout d'abord, au gouvernement actuel, de l'importance de la formation et de l'éducation et d'investir et de réinvestir dans l'éducation au Québec, dans un premier temps. Peut-être que si le programme du gouvernement s'appelle Objectif Emploi Formation ou Formation Emploi, peu importe, il y a un signal qui est lancé de la part du gouvernement que oui, il y aura un investissement dans la formation puis dans l'éducation au Québec, dans un premier temps, mais aussi pour lancer le message à la population, aux entreprises, aux organisations, à l'ensemble du Québec, finalement, qu'on prend la question de la formation et de l'éducation à bras-le-corps et que c'est un enjeu important et significatif pour notre prospérité économique et notre développement régional et le développement de nos entreprises. Et pour y arriver, on a besoin, oui, de s'assurer que les personnes qui sont en ce moment à l'aide sociale puissent être accompagnées pour finir leur diplôme d'études secondaires 5, avoir un DEP, pouvoir aller au cégep s'ils le désirent, par la suite poursuivre, parce que des fois, à un certain moment de leur vie, arrive à un certain point. Et au-delà de ça, de pouvoir poursuivre dans le marché du travail, avoir de la formation continue, en formation en entreprise et se trouver, comme je l'ai dit, monter dans les échelons. Donc, nous aurons cette discussion-là lors de l'étude détaillée pour ce qui est du nom du programme. C'était une petite parenthèse, mais qui découle du fait qu'on ajoute la formation de la main-d'œuvre future. Au sujet de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, il est important de noter que le gouvernement a annoncé dans son discours du budget, je l'ai mentionné, là. Tout ça, je l'ai dit. Les dispositions entourant les modifications à la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre se retrouvent dans le projet de loi 74, c'est le projet de loi que je vous mentionnais tantôt, et qui passe d'1 million à 2 millions. Concernant le programme Objectif Emploi, M. le Président,
Dans sa deuxième partie, le projet de loi modifie la loi sur l'aide aux personnes et aux familles afin principalement d'instaurer le programme Objectif Emploi, lequel vise à offrir aux personnes qui y participent un accompagnement personnalisé en vue d'une intégration en emploi. Le programme Alternative Jeunesse est officiellement aboli. Son abolition a déjà été annoncée en octobre 2014. Et le programme Objectif Emploi est créé. Dans sa formule actuelle, le projet de loi stipule à l'article 28 que le programme Objectif Emploi est obligatoire pour les nouvelles personnes demandeuses. Le ministre établit un plan d'intégration en emploi d'une durée minimale de 12 mois qui peut comprendre des mesures de formation, de recherche intensive d'emploi ou de toute autre démarche adaptée à sa situation. Là, dans ce cas-là, Monsieur le Président, ça a posé beaucoup d'interventions, puis je crois que le cœur du projet de loi est là. On est pas mal dans ça, là, hein, l'article 28. Ce que ça veut dire, c'est qu'un nouveau demandeur, un primo-demandeur, hein, comme il a été dit, qui désire, qui a besoin d'avoir, qui nécessite l'aide sociale, devra obligatoirement participer à un plan d'intégration en emploi et de ce plan d'intégration en emploi-là, recherche d'un emploi intensif, si besoin est formation, si besoin est démarche d'accompagnement avec des organismes d'employabilité, que ce soit les Carrefour Jeunesse Emploi ou autres organismes. Mais c'est une démarche obligatoire. Donc, Monsieur le Président, puis on pourra en faire la littérature un peu plus tard, un grand nombre de groupes et d'organismes qui sont venus en commission parlementaire se sont opposés à cette obligation-là et nous pourrons y revenir plus tard, mais les principaux arguments, c'est concernant, bon, est-ce qu'une mesure imposée est aussi efficace qu'une mesure qui est suggérée ou qui est recommandée? La question se pose. Est-ce qu'une mesure obligatoire peut amener des retombées aussi efficaces et faire en sorte que les gens ne soient pas pénalisés? Parce qu'on s'entend, là, une personne qui arrive à l'aide sociale, ce n'est pas par choix, là. Très peu de personnes au Québec ont comme objectif d'être à l'aide sociale, puis c'est leur fierté de leur vie d'être à l'aide sociale, puis d'être accepté à l'aide sociale. On s'entend, Monsieur le Président, là, c'est surtout à 623 $ par mois, hein, 623 $ par mois à l'aide sociale. C'est 45 % du seuil de faible revenu selon l'indice des prix à la consommation. Donc, même pas la moitié du seuil de faible revenu. Avec 623 $ par mois, quand on a payé notre loyer, il ne reste plus grand-chose pour la nourriture, il ne reste plus grand-chose pour les vêtements, il ne reste pas grand-chose pour des besoins quotidiens qui peuvent arriver, le réfrigérateur qui brise, les intérêts sur la carte de crédit, peu importe, là, bon, même si l'aide sociale, la carte de crédit, tu n'as pas, bon, tu sais. Et sachant qu'on ne peut pas avoir une grande somme dans notre compte bancaire, les imprévus sont vite mis sur la dette. Donc, avec 623 $ par mois à l'aide sociale actuellement, je ne crois pas qu'il y a un grand nombre de citoyens qui disent « moi, là, mon objectif de vie, c'est d'être à l'aide sociale et d'y rester ». Donc, la question de l'obligation pose problème parce que si la personne arrive au moment où elle doit être à l'aide sociale, c'est peut-être parce qu'elle a d'autres problèmes, des problématiques ordre de dépendance, toxicomanie, alcoolisme, etc., des problèmes familiaux, des problèmes personnels, des problèmes, justement, on l'a mentionné tantôt, de formation. Hein, une personne qui a de la difficulté à lire et à écrire, ça peut être difficile de se trouver un emploi, effectivement. Et malheureusement, on a un certain nombre de Québécois qui, oui, ont un diplôme,
d'études secondaires, études collégiales, études universitaires, mais qui ne sont pas capables de se trouver un emploi pour diverses raisons. Et ça fait en sorte que ces gens-là puissent avoir besoin d'une aide ponctuelle à un moment donné de leur vie. Donc, l'obligation pose problème pour plusieurs personnes. Nous y reviendrons plus tard. Les personnes participantes recevront une bonification à leurs prestations. Le montant sera établi par règlement. Le ministre, j'ai cru comprendre par son propos qu'il allait effectivement nous expliquer, nous dévoiler certains éléments du règlement. Il nous a aussi mentionné effectivement tout le mécanisme ou la façon de faire pour modifier un règlement ou de présenter un règlement. Effectivement, il y a une publication du règlement. Les gens peuvent donner leurs idées, consulter, puis tout ça. Ça s'est fait dernièrement sur l'aide sociale, justement, et on a vu les résultats de ça. Mais au-delà de ça, effectivement, mais les groupes, pratiquement unanimement, ont mentionné justement qu'ils auraient préféré que pour des éléments significatifs, qu'on puisse les retrouver dans le projet de loi et non dans un règlement qui sera connu après l'adoption de la loi. Donc, les gens, oui, vont recevoir une bonification pour les gens qui participent au parcours, moi j'appelle toujours ça le parcours d'employabilité, là, mais le vrai nom, c'est le plan d'intégration en emploi. Donc, les gens qui y participent auront une bonification. Les gens qui n'y participent pas seront sanctionnés. Et là, on ne le sait pas. On ne sait pas de combien. L'ancien ministre a mentionné que ça pouvait aller jusqu'à la moitié du chèque d'aide sociale. Je vous rappelle, Monsieur le Président, 623 $ par mois, un chèque à l'aide sociale. Coupé de moitié, 623 $ par mois, on est aux alentours de 311,50 $. Ça ne fait pas beaucoup pour payer le loyer. Il n'y a aucun loyer qui, au Québec, à 300 quelques piastres. Et là, on sait très bien aussi, puis d'ailleurs, il y a une modification dans le projet de loi qu'on pourra étudier plus en détail sur la question de la cohabitation. Quand on sait au Québec, une personne qui cohabite ensemble, actuellement, après 1 an, elle doit prouver qu'elle n'est pas en couple avec l'autre personne. Que ce soit 2 personnes de sexe opposé ou de même sexe, elle doit démontrer aux gens du ministère, à l'arrangeur, qu'ils ne sont pas en couple. Et là, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, c'est l'enquête, là. C'est d'une autre époque, on pourrait dire l'enquête Joubidon, là. Bon, on a entendu parler d'autres expressions tantôt d'une autre époque, là. Bon, mais je connais quand même les enquêtes Joubidon. Et là, la personne va dire, ben non, moi j'ai mes factures d'épicerie, mon coloc a ses factures d'épicerie, comme si on ne pouvait pas se mettre ensemble pour économiser parce qu'on sait le prix de l'épicerie. On n'en a pas parlé encore, mais le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Puis après ça, on dit aux gens, vous devez avoir des saines habitudes de vie, bien vous alimenter, bien vous nourrir. Bon, mais quand on voit le prix des fruits et des légumes ou de la viande, mais on se dit, bien peut-être que, puis surtout pour des familles, quand on voit, que si tu mets du brocoli dans l'assiette puis que l'enfant, bien peut-être qu'il ne mangera pas, bien peut-être que le choix des pâtes va venir plus vite. Puis mais à la fin, le régime alimentaire n'est pas toujours évident. Je vous élaborerai pas davantage sur cette question. Vous y connaissez plus que moi en termes d'agriculture et d'alimentation. Mais Monsieur le Président, je vous rappelle, 623 $ par mois pour le chèque d'aide sociale actuellement. Et là, on pourrait couper jusqu'à la moitié du chèque comme pénalité parce que la personne, à un moment X de sa vie, ne peut participer à ce plan d'intégration d'emploi, pas parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle a une situation qui fait en sorte qu'elle ne peut pas, soit qu'elle est éloignée ou elle a des problèmes, des difficultés. On l'a vu, on l'a mentionné, on pourra le mentionner plus tard. Les Auberges du Cœur ont fait un mémoire très détaillé sur cette question-là. Ils nous ont présenté des témoignages de gens qui vivent, qui ont recours à leurs services. On pourra y revenir sur cette question de la pénalité, Monsieur le Président, de la sanction. Donc, le plan d'intégration pourra mentionner que la personne participante aura l'obligation d'accepter tout emploi convenable qui lui est offert. Emploi convenable, encore là, ça sera défini par règlement. On ne sait pas ce que ça veut dire. La notion,
De même que dans le cas où la personne aurait trouvé un emploi, de maintenir son lien d'emploi pour la durée du programme. D'autres questions peuvent se poser, nous y reviendrons, Monsieur le Président, mais effectivement, une personne qui a un emploi dans une entreprise et que ça ne fonctionne pas, soit d'un côté, soit de l'autre ou de part et d'autre, mais la personne devra maintenir son lien d'emploi avec cette dite entreprise, sinon elle sera pénalisée ou sanctionnée dans son plan d'intégration en emploi. Des questions peuvent se poser, Monsieur le Président, nous y reviendrons. Les personnes qui se trouveraient en défaut de respecter leur plan d'intégration verront leurs prestations coupées, puis on le dit, bon, jusqu'à un seuil minimal qui sera fixé par règlement. Encore là, on ne sait pas. Les modalités de ce projet de loi, comme la définition de ce qu'est un emploi convenable, les montants des sanctions imposées seront déterminés par règlement. Finalement, ce projet de loi assouplit les règles pour les bénéficiaires de l'aide sociale qui ont des contraintes sévères à l'emploi et qui reçoivent un héritage. Les sommes reçues en succession ne seront pas comptabilisées dans le calcul des prestations, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Effectivement, les groupes, les gens qui œuvrent auprès des personnes handicapées au Québec ont mentionné que c'était effectivement une avancée et nous devons saluer d'ailleurs cette décision-là du gouvernement, cette proposition dans le projet de loi. Mais nous aurons des questions à poser. Est-ce que l'ampleur, bon, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être ajoutés dans cette question-là? Entre autres, bon, toute la question des rentes, etc., mais aussi quand on fait des comparables entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire lorsque nous sommes sur la CSST versus ce que nous sommes à l'aide sociale. Donc, toutes ces questions pourront être posées. Donc, si on reprend quelques éléments que nous avons entendus, soit du ministre actuel, de l'ancien ministre, ou du moins constant, c'est le discours officiel du gouvernement. Chaque année, environ 17 000 personnes demandent de l'aide sociale pour la première année. Près de 60 des premiers demandeurs de prestations d'aide sociale sont âgés de 29 ans et moins. Objectif Emploi fera en sorte que 85 des 17 000 nouveaux demandeurs ne toucheront pas d'aide sociale, ce qui pourrait se traduire par des économies de 50 millions de dollars par année une fois atteint le rythme de croisière. Ça, ce bout-là, je l'avoue, Monsieur le Président, c'est notre analyse. Cette phrase-là, c'est notre analyse à nous. Parce qu'effectivement, le budget, ou du moins ce qu'on voit du projet de loi et de ce qu'on entend, et ça a été répété à plusieurs occasions de la part plutôt de l'ancien ministre, qu'il y aurait des économies de 50 millions de dollars avec l'implantation du programme Objectif Emploi, parce qu'on peut le voir dans le projet de loi, ou du moins dans l'analyse qui est faite, qu'un certain nombre des personnes, le gouvernement prévoit qu'un certain pourcentage, 10-15 de ces gens-là n'embarqueront pas dans le programme Objectif Emploi, donc seront pénalisés, sanctionnés. La question va revenir, Monsieur le Président, puis on l'a mentionné, là, puis bon, vous n'étiez pas là quand je l'ai mentionné, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas embarquer dans le programme Objectif Emploi? Moi, notre analyse, ce n'est pas que par choix, c'est aussi par obligation, tout dépendant où ils sont rendus dans leur vie. Hein? Je reviens aux positions du gouvernement. Selon le gouvernement, parmi les nouveaux assistés sociaux, donc 6 200 jeunes qui proviennent d'une famille recevant déjà de l'aide sociale. À ça, je pourrais mentionner, Monsieur le Président, qui, bon, c'est un peu une évidence. Hein? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais dans l'optique où vous en avez, vos enfants ont 17 ans et 364 jours, n'ont pas d'emploi, ils arrivent leur anniversaire, ont 18 ans, bien, du jour au lendemain, même s'ils habitent encore à la maison et qu'ils n'ont pas d'emploi, vous allez continuer à leur offrir le toit, l'alimentation, etc. Payer leurs études, bon, peu importe. Lorsque nous sommes à l'aide sociale et que notre enfant atteint l'âge de 18 ans, bien, du jour au lendemain, bien, la personne, parent, n'a plus l'enfant à charge, donc ça change significativement le montant qu'elle a droit à l'aide sociale. Donc, inévitablement, ce jeune-là va être incité, ou du moins pratiquement obligé, à faire une demande d'aide sociale s'il n'a pas trouvé un emploi, etc. Donc, effectivement,
le lien est rapide à faire, mais il faut aussi comprendre que c'est parce que le système est fait aussi comme ça pour inciter ces jeunes-là de parents à l'aide sociale d'embarquer immédiatement à l'aide sociale, parce que sinon, les parents sont pénalisés et coupés sur leur montant d'aide sociale. Les demandeurs de prestations d'aide sociale n'ayant aucune contrainte particulière devront s'inscrire à une démarche de recherche d'emploi sous peine d'une pénalité financière. Ça a été mentionné. On a vu que des gens, des organismes qui œuvrent auprès des personnes handicapées, qui donc ont des contraintes sévères à l'emploi, ont dit « Nous voudrions pouvoir avoir recours au programme Objectif Emploi sans la partie obligation, parce que même eux reconnaissaient que l'obligation n'était pas une bonne idée pour la plupart. Et on dit, nous, on aimerait ça pouvoir s'impliquer davantage dans notre société, faire en sorte qu'on puisse se trouver un emploi, peut-être pas à temps plein, peut-être à temps partiel, peut-être de la maison, s'il y a des adaptations, mais pour pouvoir contribuer d'une façon éventuellement monétaire en ayant un revenu, puis tout ça, pour pouvoir augmenter son pouvoir d'achat dans un premier temps, mais aussi de pouvoir se remettre en mouvement et de contribuer soit par une aide dans une entreprise, dans une organisation, peu importe, parce que ces gens-là ont aussi des compétences et des qualités qui peuvent faire bénéficier toute la société. Donc, ces organisations-là nous ont dit, ne nous oubliez pas et faites en sorte que nous aussi, on puisse avoir l'aide du programme Objectif Emploi s'il n'y a pas l'obligation, parce que c'est sûr qu'ils ne veulent pas reculer en arrière. Là. En ce moment, avec tout le débat sur la reconnaissance des contraintes. Le ministre précédent, donc le président du Conseil du Trésor, a justifié la nature de son projet de loi en disant qu'il fallait briser le cercle vicieux de la pauvreté, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes aptes à gagner leur vie. On y reviendra à cette affirmation, Monsieur le Président. Le gouvernement souhaite intervenir tôt auprès des jeunes pour briser la culture de dépendance envers l'État. Souhaite revoir le programme qui prévoit de consacrer 1 % de la masse salariale à la formation afin d'éliminer les programmes de formation professionnelle qui ne sont pas directement liés à l'emploi. Lors du dernier remaniement ministériel, l'ancien ministre de l'Éducation est devenu ministre de l'Emploi, ou est redevenu ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et il a remplacé, comme je le mentionnais, le actuel président du Conseil du Trésor. Ça devient compliqué quand on ne peut pas nommer les noms des ministres avec les fonctions, là, parce que quand les fonctions changent, ça devient compliqué, mais bon, on s'y fait. Donc, le ministre actuel se penchera, et là c'est une citation, ça c'est le premier ministre qui a mentionné ça lors de la sermentation. Il lui a donné un mandat lorsqu'il l'a nommé ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale se penchera sur l'amélioration de nos outils de soutien du revenu dans la direction de l'instauration d'un revenu minimum garanti, domaine dans lequel il possède une grande expertise. Il poursuivra le travail déjà amorcé visant l'adéquation entre la formation et l'emploi. Fin de la citation. Monsieur le Président, je ne peux pas m'empêcher de mentionner, puis je l'ai mentionné à quelques occasions, le ministre le sait aussi, il a écrit plusieurs ouvrages sur la question du revenu minimum garanti. Je ne sais pas si j'ai été à l'origine de cette déclaration du premier ministre, parce que j'avais mentionné la veille en commission parlementaire, j'avais ressorti le livre du ministre, à ce moment-là, de l'Éducation, maintenant ministre de l'Emploi. Et peut-être que le premier ministre, en entendant la commission parlementaire, a dit effectivement, c'est une bonne idée, il faudrait y réfléchir. Ou c'est le ministre actuel a dit, moi, j'ai déjà écrit là-dessus, puis je voudrais travailler pour implanter ça, parce que sûrement, quand on fait de la politique, ou on fait le choix d'embarquer en politique, c'est pour changer les choses. Et effectivement, c'est une idée qui mérite, une idée qui mérite d'être débattue au Québec. Le problème, Monsieur le Président, c'est que, selon notre lecture, tant du livre que de l'enjeu, il est paradoxal de travailler sur l'implantation d'un revenu minimum garanti au même moment où on dépose un projet de loi et qu'on veut faire adopter un projet de loi qui, comme je le mentionnais, pourrait couper jusqu'à la moitié du chèque d'aide sociale d'une personne qui, rendue à un moment de sa vie, ne peut pas embarquer sur son cheminement, son plan d'intégration en emploi. Et ce qui fait en sorte que son 623 $ par mois à l'aide sociale actuellement qu'elle a pourrait être coupé de moitié, donc 300 quelques dollars.
je verrais mal un gouvernement implanter un revenu minimum garanti de 300 quelques dollars par mois. On s'entend, c'est pas crédible, c'est pas sérieux. Donc, il y a un peu une contradiction. D'autant plus, Monsieur le Président, que dans son livre, on pourrait mentionner quelques extraits. Je vais vous mentionner, c'est ici, donc, cette conception de la justice correspond grossièrement, si ça réduit complètement, à l'idée très ancienne de justice commutative, selon laquelle on devrait toujours recevoir en proportion de ce que l'on donne. Aristote fut l'un des premiers défenseurs de cette idée, finalement encore assez répandue de nos jours. Nos voisins américains lui ont fait une grande place dans leur dernière réforme de la sécurité sociale, et il est évident qu'elle joue un rôle central dans la justification éthique du workfare. Malgré tout, je considère inapplicable, incohérente et surtout profondément injuste. À plusieurs occasions dans son livre, le ministre de l'Emploi mentionne qu'il considère cette façon de faire, le programme des mesures de type workfare, qui avait été appliqué aux États-Unis largement à l'époque, que ce n'est pas acceptable. J'ai eu l'occasion d'en parler par le passé. Je reviens là-dessus, Monsieur le Président, parce que c'est assez important. Ce que j'aimerais, pour le temps qu'il me reste, Monsieur le Président, faire un peu la comparaison entre... parce que, comme je l'ai mentionné, le projet de loi a été déposé par l'actuel président du Conseil du Trésor lorsqu'il était ministre de l'Emploi et modifié. Et là, en ce moment, moi, comme député de l'opposition, mais comme député, puis je crois que l'ensemble de nos collègues députés, puis aussi les groupes et les citoyens, aimeraient savoir, est-ce que le nouveau ministre a la même vision, la même orientation que le précédent ministre sur ce projet de loi-là, ou il a une autre position? La position du ministre, du président du Conseil du Trésor à l'époque, c'était de couper pendant quelques mois jusqu'à 50% du chèque du nouvel assisté social qui refuse un emploi jugé convenable, peu importe à quelle distance de chez lui. Les contribuables, ça c'est une citation, les contribuables ne veulent pas payer pour des gens qui ne veulent pas, a affirmé le ministre, ils veulent payer pour des gens qui sont responsables. Toutefois, si l'agent responsable du plan d'intégration d'une personne juge qu'il manque de sérieux, il serait autorisé à retirer sa prime. Si la situation se poursuit, il pourrait progressivement amputer son chèque jusqu'à la moitié. Au bout des 12 mois, toutefois, et s'il est toujours sans emploi, la personne intègre le système d'aide sociale normal avec la totalité de sa prestation. Pour le président du Conseil du Trésor, l'ancien ministre, l'éloignement n'est pas un motif suffisant pour refuser un emploi. Citation, « Si la personne a une offre d'emploi viable qui n'est malheureusement pas dans son périmètre de vie, je pense qu'elle devrait l'accepter si elle veut se sortir de la pauvreté. » Ferme la citation. Donc, si on peut résumer, un assisté social qui décide de ne pas faire l'effort doit subir les conséquences de ça. Je vous rappelle, Monsieur le Président, ce n'est pas toujours par choix, c'est aussi par obligation. On l'a entendu, les auberges du cœur, lorsqu'ils sont venus en commission parlementaire, lorsque j'ai visité aussi une auberge du cœur à Montréal, ce qu'on devrait tous faire, là, ça nous ramène les deux pieds sur la terre. Hein. Quand on voit toute la difficulté de ces jeunes-là, puis l'exemple qui a été donné en commission parlementaire, c'est le jeune qui arrive avec ses deux sacs verts. Ça, c'est ce qu'il a. Puis il arrive à l'auberge du cœur. Il n'y a pas de toit, pas de famille. Ses amis, des fois, il est peut-être mieux de ne pas les fréquenter. Il arrive avec ses deux sacs, puis ce jeune-là, là, souvent pas mal poqué, là, problème, toxicomanie, etc., là, bien, ce jeune-là, on va lui dire, « Tu as besoin de l'aide sociale? » Bien, tout de suite, tu embarques dans un parcours, puis on t'embarque dans une employabilité. Je ne suis pas certain, loin de là, Monsieur le Président, que ce jeune-là, avec ses deux sacs verts, probablement est prêt et a la tête à se trouver un emploi immédiatement. Probablement, comment pourrait-il le faire? Il n'y a pas d'adresse. Comment il va faire pour
recevoir son premier chèque de paye, etc. Communiquer avec les employeurs, ça prend ne serait-ce que le téléphone, Internet, il peut aller à l'Auberge du Cœur, etc. Tout ça, mais là, après ça, il faut qu'il s'organise. Mais aussi, ce n'est pas toujours la meilleure option pour une entreprise. Puis on l'a entendu en commission. Si je ne me trompe pas, c'est l'Association des manufacturiers exportateurs du Québec qui mentionnait que d'avoir une personne, un nouvel employé, de faire sa formation, de l'intégrer dans son emploi, dans son poste, hein, et que cette personne-là quitte l'entreprise après une courte période, quelques semaines, quelques mois, ça désorganise autant l'entreprise, sinon plus, que de ne pas avoir pourvu le poste, donc de ne pas avoir engagé ou employé la personne. Bien, moi, je pense, Monsieur le Président, que dans certains cas, le jeune en question de l'Auberge du Cœur, où on pense souvent à le jeune, mais ça peut être aussi la jeune, qui a des gros problèmes personnels à régler, qui n'est pas prête à aller en emploi maintenant, bien peut-être que ça se peut qu'elle ne soit pas efficace. Ça se peut peut-être que dans l'entreprise, elle ne soit pas l'aide que l'employeur ou que les autres employés ont besoin. Et ça peut faire en sorte que ça désorganise cette entreprise-là, effectivement. Puis surtout, sachant que la plupart des entreprises au Québec, malheureusement, ne sont que des très, très petites ou des petites moyennes entreprises. Donc, ils n'ont pas toutes un service de ressources humaines aussi développé que de grandes entreprises. Comment on gère ça? Pour avoir visité plusieurs Carrefour Jeunesse Emploi, comme député, mais aussi avant, le nombre de jeunes qui arrivent dans les Carrefour Jeunesse Emploi, qui ont besoin d'aide, puis qui ont besoin d'accompagnement, ils sont référés dans des ressources communautaires, les CLSC, etc., etc. Hein? Bon, mais tous ces jeunes-là qui arrivent, pas tous, un certain nombre, mais ces jeunes-là qui, des fois, dans certains cas, ont de la difficulté à se lever le matin, je pourrais dire peut-être à se coucher le soir, qui fait en sorte qu'ils ont de la misère à se lever le matin, peut-être qu'ils ont des difficultés à se faire un budget, ce qui fait en sorte qu'ils ont de la misère à payer le loyer parce que, bon, arrive à la fin du mois, bien, ils ont payé le loyer, mais à moitié, puis là, la bouffe, ils n'ont pas bien d'argent, ils arrivent le ventre vide à la job, ils sont moins efficaces, etc. Peu importe. Même, on me parlait, quand j'ai visité le Carrefour Jeunesse Emploi chez nous, quand il y a des spéciaux dans les grandes chaînes de restauration rapide, certains jeunes, avec les coupons, vont s'acheter plusieurs sandwichs, je ne nommerai pas le nom pour ne pas faire de pub, mais on suppose de quel on parle, et met ça au congélateur, puis réchauffe ça de temps en temps pour se faire de la bouffe parce qu'ils profitent du spécial. On part de loin, là. On part de loin, Monsieur le Président. Mais ces jeunes-là, qui n'ont peut-être pas toute la formation, qui n'ont peut-être même pas fini leur secondaire 5, puis d'ailleurs, quand on est à l'aide sociale, assez difficile, merci, de finir son secondaire 5, parce qu'on s'entend dans une période de 12 mois extensible à 24 mois, ça peut être assez difficile de pouvoir terminer ses études. Quand on sait très bien aussi qu'on ne peut pas être aux études à temps plein en même temps que dans l'aide sociale parce que, il faut aller au programme des prêts et bourses. Donc, et que l'objectif du ministère n'est pas de faire en sorte que les gens terminent tout leur secondaire 5 puis puissent aller aux études par la suite, c'est de faire une formation d'appoint ou une formation spécifique pour se trouver un emploi X. Ce qui fait en sorte que, si la personne part de plus loin, mais ça devient compliqué pour elle. Donc, ce jeune-là, pas certain, Monsieur le Président, qui est disposé et qui a toute la présence physique et mentale pour se trouver un emploi sur le champ. Sinon, il va être coupé, il pourrait être coupé jusqu'à la moitié du chèque d'aide sociale. Donc, son chèque de 623 $ par mois, coupé de moitié. Là, Monsieur le Président, je vois le temps. Mon Dieu, je ne pensais pas qu'il me restait aussi peu de temps que ça. Mais rapidement, Monsieur le Président, là, en ce moment, c'est le moment le plus important, c'est-à-dire la position de l'actuel ministre, c'est pas clair. C'est pas clair. Peut-être que le ministre devra nous clarifier d'ailleurs sa position, là. Mais là, tout dépendant d'une journée ou d'un autre, et puis de l'article, et là, je ne mets pas la faute sur le ministre, peut-être aussi qu'il a été mal cité, ou c'est un dossier quand même assez complexe, mais au-delà de ça, ça nous prend des explications de où le nouveau ministre s'en va avec le projet de loi 70, notamment sur la question du débat de société sur le revenu minimum garanti. Comment peut-on faire ce débat-là en même temps que le projet de loi 70?
J'aimerais aussi avoir des précisions de la part du ministre. Comment peut-on faire un projet de loi qui va, selon nous, créer de la pauvreté et non pas lutter contre la pauvreté, donc s'attaquer aux pauvres, dans ce cas-ci, du projet de loi, en même temps que le même ministre organise des consultations sur le plan de lutte à la pauvreté, contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Comment peut-on faire ça en même temps? Au-delà de ça, j'aimerais savoir de la part du ministre, et il aura l'occasion de le mentionner, nous aurions besoin d'un certain nombre d'amendements ou d'orientations qu'il veut prendre, parce que nous avons entendu plusieurs groupes. Nous aurions aimé en entendre plus. Nous en avons entendu un nombre. Voir où il se loge par rapport à ces demandes de ces groupes. La question de l'obligation. Monsieur le Président, nous considérons qu'il est inacceptable pour l'instant, dans le contexte actuel et dans tout le débat que nous avons, d'obliger, parce qu'on le sait, là, ça n'a pas fonctionné par le passé. On l'a vu, il y a eu des tentatives. D'anciens ministres ou d'anciennes ministres ont fait le choix d'y aller avec l'obligation. Ils ont dû reculer. Ça n'a pas fonctionné. Donc, nous aimerions en savoir davantage de la part du ministre actuel, connaissant sa sensibilité, justement, pour ces questions-là. Et aussi, il faut le dire, quand même, sa connaissance et sa contribution à la littérature sur la question. Donc, Monsieur le Président, en rafale, quelques commentaires de groupes. La plupart des groupes, beaucoup de groupes se sont opposés à l'obligation, comme on l'a mentionné. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a mentionné qu'eux recommandent l'abolition de l'approche punitive préconisée par le programme Objectif Emploi. Le collectif encourage plutôt le gouvernement du Québec à conserver une approche de type volontaire pour tout ce qui concerne le développement de l'employabilité. Le réseau des services spécialisés de la main-d'œuvre. Les sanctions administratives ne doivent pas conduire à des coupes dans les prestations de base des bénéficiaires de l'aide sociale. Ces dernières ne couvrent qu'une fraction des dépenses nécessaires pour vivre dignement. Regroupement des auberges du cœur. Le programme Objectif Emploi démontre une profonde méconnaissance de la réalité des jeunes les plus vulnérables de notre société et de la façon de les soutenir pour leur assurer une participation sociale pleine et entière. Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Il n'est pas utile de rappeler que la loi sur l'aide aux personnes et aux familles dans sa conception actuelle oblige les personnes à avoir épuisé toute leur économie avant d'avoir droit à l'aide sociale. Moins de 623 $ par mois alors qu'on n'a pas d'économie place les personnes en situation de précarité injustifiée. Le Conseil du patronat, même le président du Conseil du patronat a mentionné que le montant d'aide sociale, ce n'est pas grand-chose actuellement au Québec. Les syndicats ont aussi dénoncé. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, citation, « La Commission n'a cessé de souligner l'importance d'aborder la pauvreté dans une perspective systémique », a déclaré Renée Dupuis, vice-présidente de la Commission, en faisant allusion aux nombreux travaux sur la pauvreté et l'exclusion sociale réalisés par la Commission au cours des 40 dernières années. Le programme Objectif Emploi n'adopte cependant pas une telle perspective et il risque d'accroître la discrimination systémique vécue par les personnes visées sur la base de leurs conditions sociales. Les groupes de personnes handicapées, je l'ai mentionné, les Carrefour Jeunesse Emploi considèrent qu'on ne peut pas toucher au chèque d'aide sociale de base, mais on doit avoir effectivement un programme. Force Jeunesse aussi a pris position un peu dans le même sens. Protectrice du citoyen, risque d'augmentation de plaintes à la protectrice du citoyen, les regroupements d'organismes communautaires, d'employabilité. Je pourrais mentionner le comité consultatif femmes en développement de la main-d'œuvre a pris un certain nombre de positions, notamment pour reconnaître davantage de la place des femmes dans le projet de loi. Monsieur le Président, je dois sauter un grand nombre de groupes, mais des groupes oubliés selon nous, les groupes en itinérance, le RAPSIM à Montréal, le RSIC, qui est le réseau national au Québec. On le voit, là, ce projet de loi-là risque d'amener un certain nombre de gens à la rue, donc d'avoir des conséquences en matière d'itinérance. Donc, en terminant, Monsieur le Président, le ministre devrait retirer son projet de loi dans la forme actuelle, retourner à sa table à dessin,
Nous ne sommes pas contre les objectifs du projet de loi, mais doutons des moyens proposés. Nous ne croyons pas que la méthode coercitive soit la bonne. Dans sa formule actuelle, nous ne croyons pas que le projet de loi permettra de briser le cercle de la pauvreté. Nous croyons plutôt qu'il alimente les préjugés envers les personnes assistées sociales. La grande majorité des groupes que nous avons entendus sont venus nous le confirmer que les mesures coercitives n'étaient pas une avenue. Nous demandons davantage d'écoute de la part du ministre pour les groupes qui n'ont pas été entendus et pour les recommandations que nous allons faire. Et, Monsieur le Président, nous aimerions avoir un véritable débat de société sur le revenu minimum garanti. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean, pour cette intervention.